Nécessaire. Voilà, entrons dans le vif du sujet avec nos invités. Imad Zouheiri, observateur permanent adjoint de la Palestine auprès de l'ONU à Genève. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à vous. En Israël, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Professeur Navon, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et le professeur Daniel Di Salvo de City College à New York. Content de vous retrouver, professeur. Très bien, merci Jacques. Voilà, le conflit israélo-palestinien dure depuis plus de 6 décennies, débutant officiellement le 14 mai 1948, jour de la création de l'État d'Israël. 64 ans plus tard, les territoires palestiniens deviennent donc État observateur non membre auprès de l'ONU. Imad Zouheiri, pour vous les Palestiniens, est-ce une victoire diplomatique avant tout? Oui, bonsoir. En effet, l'adoption du projet de résolution sur le statut de Palestine à l'ONU est une victoire diplomatique, est une victoire légale, est une victoire politique, est une victoire morale aussi. Mais l'État hébreu n'a pas tardé à réagir. Le gouvernement israélien a annoncé la construction de 3000 nouveaux logements dans des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Tel Aviv a également annoncé qu'il bloquait le transfert des taxes collectées au profit de l'autorité palestinienne en représailles à ce même vote. Professeur Navon, dans la revue Le Point, vous jugez ces mesures pas assez fermes. Pourquoi ? D'abord, je vous rappelle que la capitale d'Israël n'est pas Tel Aviv, mais Jérusalem. Ce n'est pas Tel Aviv qui a pris cette décision, mais Jérusalem. Deuxième point, contrairement à ce que vous avez dit, ce conflit n'a pas commencé il y a 64 ans avec la renaissance de l'État d'Israël. C'est un conflit qui est plus que centenaire. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est un conflit entre le peuple juif et le peuple arabe qui nous entoure et qui a commencé bien avant le rétablissement légal de l'État d'Israël. Maintenant, pour ce qui concerne les mesures de rétorsion prises par Israël, je vous rappelle que la mesure unilatérale prise par l'autorité palestinienne aux Nations Unies est une violation fondamentale des accords d'Oslo dans lesquels les parties se sont engagées à ne pas prendre de mesures unilatérales. Or, aller à l'ONU et ignorer le processus de négociation constitue une mesure unilatérale et donc une violation des accords d'Oslo. Voilà, Jérusalem, capitale, c'est évidemment une question toujours controversée, mais il y a pas mal de pressions internationales pour qu'Israël renonce à ces mesures de rétorsion, pression y compris de Washington, soutien sans faille de Tel Aviv. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a condamné ce projet de construction, estimant que cela faisait reculer la cause de la paix avec les Palestiniens. Professeur Navon, y a-t-il donc la possibilité qu'Israël renonce à ces mesures de rétorsion ? Je vous rappelle simplement, cher monsieur, que le conflit entre Israël et le monde arabe existait bien avant l'année 1967, avant qu'il n'y ait le début de la moindre construction juive au-delà des lignes d'armistice de 1949, et que ce n'est donc pas ces constructions qui sont la cause du conflit, elles en sont la conséquence. Par ailleurs, je vous rappelle qu'après que Israël ait retiré et détruit toute sa présence civile et militaire dans la bande de Gaza, nous n'avons fait que augmenter le conflit et avoir des missiles tirés par le Hamas sur les villes israéliennes. Donc c'est après le retrait de ces constructions que nous avons plus de guerre avec le monde arabe, et ce ne sont pas ces constructions, c'est une excuse qu'utilisent les Arabes pour dire que c'est la cause du conflit, mais c'est faux. Ce ne sont pas ces constructions qui constituent un obstacle à la paix. Au contraire, lorsqu'elles ont été retirées, la paix s'est éloignée encore plus. Voyez l'exemple et la preuve de la bande de Gaza. Oui, le site geotribune.com rapporte d'ailleurs que la direction palestinienne a annoncé un recours au Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner la colonisation israélienne. Arrêtez de vous interrompre, mais on sait que l'État hébreu avait déclaré qu'avant de prendre toute mesure de rétorsion, il allait attendre de voir si les Palestiniens allaient profiter de ce nouveau statut à l'ONU pour traduire devant la justice internationale les dirigeants israéliens. Professeur Navon, pourquoi Israël n'a pas attendu pour voir si cela allait être bien le cas? Écoutez, c'est à Israël de cette manière. Traduire Israël, pourquoi? Israël est le seul État de droit de la région qui n'a fait que se défendre en fonction du droit international et de l'article 51 Israël est
le seul État de droit dans la région. Contre les agressions et les crimes du Hamas contre la population civile israélienne. S'il y a quelqu'un à poursuivre ici, c'est l'autorité palestinienne et le Hamas qui sont coupables de crimes de guerre, qui ont volontairement tué les civils israéliens. Et donc si l'autorité palestinienne veut aller à la Cour pénale internationale, Israël sera le premier à y aller pour poursuivre en justice les crimes de guerre de l'autorité palestinienne et du Hamas. Messieurs, vous restez avec nous. On écoute Emmanuel Navon rapidement avant de faire une pause. Emmanuel. Sur quoi voulez-vous que je réponde? Sur ce que vient de dire mon collègue ou sur la question de notre invité? Sur la question de notre invité. Alors, sur le statut à l'ONU, je vous rappelle que les résolutions de l'Assemblée générale en droit international ne sont pas exécutoires et qu'elles sont uniquement des recommandations. Et contrairement à une idée reçue et qui est fausse, le vote de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947 n'a pas créé l'État d'Israël, c'était une simple recommandation. Et de la même manière, la résolution du 29 novembre 2012 n'a pas créé un quelconque État palestinien. Et je vous rappelle que l'autorité palestinienne ne répond à aucun des 4 critères du droit international pour être reconnue comme un État. Et sur cette affirmation de la soi-disant occupation, Israël n'occupe aucun pays. Il n'y a jamais eu de pays souverain palestinien dans le passé. Israël n'a fait que libérer sa propre terre qui lui a été accordée par la Société des Nations en 1922. Ok, vous êtes toujours avec nous? Constitué dans le passé un pays souverain ou une partie d'un pays souverain, ce qui n'est pas le cas de la Judée-Samarie qui n'a jamais été un pays souverain ou partie d'un pays souverain. Il n'y a jamais eu dans le passé d'État palestinien et par conséquent la Judée-Samarie en droit international n'est pas un territoire occupé. C'est la raison pour laquelle la Société des Nations en 1922 avait attribué le mandat britannique au peuple juif et pas à un soi-disant peuple palestinien dont personne n'avait entendu parler à l'époque et qui n'est que l'invention de l'OLP. Pour répondre à la question de la personne qui a écrit sur votre page Facebook, je pense que la presse... On écoute la réponse d'Imad Zouheiri. On écoute, professeur Navon, on écoute Imad Zouheiri. Et lorsque la propagande arabe cessera de nous inventer un peuple palestinien, un pays palestinien... Évidemment, ce sera un dialogue des sourds, malheureusement, si on n'arrive pas à écouter les deux camps. Donc, on écoute la réplique d'Imad Zouheiri. Imad, on vous écoute. Non. Je vais vous dire une seule chose. La résolution qui a recommandé la création de l'État d'Israël, il a dit la division de la Palestine. Qui a déjà eu lieu en 1922. La Jordanie et la Palestine, monsieur. La Jordanie et la division de la Palestine. Monsieur, je connais beaucoup d'Israéliens qui sont nés en Palestine, dans leur passeport. Absolument. C'était la Palestine britannique qui a été attribuée au peuple juif par la Société des Nations. C'était le nom en anglais Palestine qui a été pris du latin, mais c'était une invention britannique. Évidemment, on ne va pas pouvoir régler tout ce problème ici, malheureusement. Exactement, mais voilà, cette question à vous, à tous les invités. Ce conflit israélo-palestinien dure donc depuis plus de 60 ans. Le dialogue direct. Imad, je vais terminer. Je vais rajouter une seule chose, s'il te plaît. Rapidement, allez-y. Oui, rapidement. Sur le statut de la... Non, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est pas seulement un pas symbolique. C'est un pas qui vient de commencer. Ce n'est pas une station finale. C'est que le début. Voilà ce que je voulais vous dire, Jacques. C'est un début. Alors, justement, de Camp David aux accords d'Oslo, de la guerre des 6 jours au conflit de Gaza, le quartet ONU, UE, USA, Russie sur le Proche-Orient ne ménage pas ses efforts pour négocier une paix durable dans la région. Mais plus de 6 décennies après, le processus semble plus que jamais compliqué. On vient de l'entendre d'ailleurs. La question est toute simple, messieurs. Répondez-moi très rapidement. Y a-t-il encore espoir? On écoute Emmanuel Navon. Emmanuel, est-ce qu'il y a cet espoir? Écoutez, vous savez, les Juifs, par définition, nous avons toujours l'espoir, puisque nous sommes dans cette région depuis plus de 4000 ans, et nous regardons à notre longue histoire, et nous avons toujours l'espoir. Mais je dis simplement que, historiquement, depuis que nous avons reconstitué notre souveraineté nationale, et que nous avons commencé à la reconstituer depuis plus d'un siècle dans notre pays, toutes les propositions de paix et de compromis ont été acceptées par les Juifs, et rejeté par les Arabes,
à commencer par la commission Peel en 1937, par le plan de partage de 1947, par les conférences de Camp David en juillet 2000, par le processus d'Annapolis. Toutes les propositions de paix et de compromis ont été acceptées par les Juifs et repoussées par les Arabes, mais malgré cela, nous gardons l'espoir. Peut-être qu'un jour, les Arabes accepteront le compromis et la paix. Peut-être nous serons là pour Évidemment, le monde suit tout cela de très près. Le monde tout entier suit cela de près. Évidemment, on espère qu'il y aura ce dialogue. En tout cas, on l'a entendu, c'était presque un dialogue de sourds ici sur ce plateau. Et puis, désolé, évidemment, pour tous les problèmes techniques. On est en direct. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Voilà, Washington Forum prend fin ici. Merci encore à tous nos invités. Merci à vous, chers amis de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt.